Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du roman Le Bagnard de l'Opéra d'Alexandre Dumas, donc célèbre romancier du 19e siècle, connu pour de nombreuses œuvres, dont celle-ci qui est parue en 1844. Alors dans ce court roman, Dumas nous fait vivre les surprenantes pérégrinations d'un dandy faux-monnayeur et les témoins de ce destin singulier, fascinés et dégoûtés, en même temps par cet artiste en contrefaçon, défilent sous nos yeux. Du roi Charles X de Vidocq, le chef de la police, en passant par les artistes ou les hommes de science, tous se penchent sur la personnalité complexe d'un être trop doué pour ne pas devenir criminel. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Et je reprends au chapitre 9, le billet de 500 francs. Une fois dehors, je respirais plus librement. Chose singulière, cet homme m'inspirait une répulsion que je ne pouvais comprendre et qui ressemblait au dégoût qu'on éprouve à la vue d'une araignée ou d'un crapaud. J'avais hâte de le voir hors de danger pour cesser toute relation avec lui. Le lendemain, je revins comme je lui avais promis. La blessure allait à merveille. Le propre des plaies faites par les coups d'épée est de tuer raide ou de guérir vite. La blessure de Monsieur de Faverne promettait une guérison rapide. 8 jours après, il était hors de danger. Selon la promesse que je m'étais faite, je lui annonçai alors que mes visites devenaient parfaitement inutiles. J'allais les cesser à compter de demain. Il insista pour que je revinsse, mais mon parti était pris. Je tins bon. En tout cas, dit le convalescent, vous ne refuserez pas de me rapporter vous-même le portefeuille que je vous ai remis. Il est d'une trop grande valeur pour le confier à un domestique et je compte sur ce dernier acte de votre complaisance. Je m'y engageai. Le lendemain, je rapportai effectivement le portefeuille. Monsieur de Faverne me fit asseoir près de son lit et, tout en jouant avec le portefeuille, l'ouvrit. Il pouvait contenir une 60aine de billets de banque, la plupart de 1000 francs. Le baron en tira 2 ou 3 et s'amusa à les chiffonner. Je me levai. « Docteur, reprit-il, n'y a-t-il pas une chose qui vous étonne comme moi ?»« Laquelle ?» demandai-je. « C'est qu'on ait le courage de contrefaire un billet de banque. » Cela m'étonne, parce que c'est une lâche et infâme action. Infâme peut-être, mais pas si lâche. Savez-vous qu'il faut une main bien ferme pour écrire ces 2 petites lignes ? La loi punit de mort le contrefacteur. Oui, sans doute, mais le crime a son courage à lui. Tel qui attend un homme au coin d'un bois pour l'assassiner a presque autant de courage qu'un soldat qui monte à l'assaut ou qui enlève une batterie. Cela n'empêche pas que l'on décore l'un et que l'on envoie l'autre à l'échafaud. À l'échafaud. Je comprends qu'on envoie un assassin à l'échafaud. Mais ne trouvez-vous pas, docteur, que guillotiner un homme pour avoir fait de faux billets, c'est bien cruel ? Le baron dit ces mots avec une altération de voix et de visage si visible qu'elle me frappa. « Vous avez raison, lui dis-je. Aussi sais-je de bonne source que l'on doit incessamment adoucir cette peine et la borner aux galères. »« Vous savez cela, docteur ?» s'écria vivement le malade. « Vous savez cela ? En êtes-vous sûr ? » Je l'ai entendu dire à celui-là même dont la proposition viendra. Au roi ? En fait, c'est vrai, vous êtes médecin par quartier du roi. Ah, le roi a dit cela. Et quand cette proposition doit-elle être faite ? Je ne sais pas. Informez-vous, docteur, je vous en prie, cela m'intéresse. Cela vous intéresse, vous ? Demandai-je avec surprise. Oui, sans doute. Ça n'intéresse-t-il pas tout ami de l'humanité d'apprendre qu'une loi trop sévère est abrogée ? Elle n'est pas abrogée, monsieur. Seulement les galères remplaceront la mort. Cela vous paraît-il une bien grande amélioration au sort des coupables ? Non, sans doute non, reprit le baron embarrassé.
On pourrait même dire que c'est pis. Mais au moins, la vie et l'espoir restent. Le bagne n'est qu'une prison. Et il n'y a pas de prison dont on ne parvienne à se sauver. Cet homme me répugnait de plus en plus. Je fis un mouvement pour m'en aller. « Eh bien, docteur, vous me quittez déjà ?» dit le baron en roulant avec embarras 2 ou 3 billets de banque dans sa main, avec l'intention visible de les glisser dans la mienne. « Sans doute, repris-je en faisant un nouveau pas en arrière. N'êtes-vous pas guéri, monsieur? À quoi donc pourrais-je vous être bon maintenant? Comptez-vous pour rien le plaisir de votre société? Malheureusement, monsieur, nous autres médecins, nous avons peu de temps à donner à ce plaisir, si vif qu'il soit. Notre société à nous, c'est la maladie. Et dès que nous l'avons chassée d'une maison, il faut que nous sortions derrière elle pour la poursuivre dans une autre. Ainsi donc, monsieur le baron, permettez que je prenne congé de vous. Mais n'aurais-je donc pas le plaisir de vous revoir? J'en doute, monsieur. Vous courez le monde, et moi j'y vais peu. Mes heures sont comptées, et chacune d'elles a son emploi. Mais si cependant je retombais malade, ceci est autre chose, monsieur. Ainsi, dans ce cas, je pourrais compter sur vous. Parfaitement. Docteur, votre parole. Je n'ai pas besoin de vous la donner, puisque je ne ferai qu'accomplir un devoir. N'importe, donnez-la-moi toujours. Eh bien, monsieur, je vous la donne. Le baron me tendit de nouveau la main. Mais comme je me doutais que cette main renfermait toujours les billets de banque en question, je fis semblant de ne pas voir le geste amical par lequel il prenait congé de moi, et je sortis. Le lendemain, je reçus sous pli, et avec la carte de monsieur le baron Henri de Faverne, un billet de banque de 1000 francs et un de 500. Je lui répondis aussitôt. « Monsieur le baron, si vous aviez attendu que je vous présentasse mon mémoire, vous auriez vu que je n'estimais pas mon faible mérite si haut que vous voulez bien le faire. J'ai l'habitude de fixer moi-même le prix de mes visites, et pour mettre en repos votre générosité, je vous préviens que je les porte avec vous au plus haut, c'est-à-dire à 20 francs. J'ai eu l'honneur de me rendre 10 fois chez vous, c'est donc 200 francs seulement que vous me devez. Vous m'avez envoyé 1500 francs, je vous en renvoie 1300. J'ai l'honneur d'être, etc., etc. Fabien. En effet, je gardai le billet de 500 francs. Je renvoyai au baron de Faverne celui de 1000 francs avec 300 francs d'argent. Puis, je mis ce billet dans un portefeuille où se trouvait déjà une douzaine d'autres billets de la même somme. Le lendemain, j'eus quelques emplettes à faire chez un bijoutier. Ces emplettes se montaient à 2000 francs. Je payai avec 4 billets de banque de 500 francs chacun. 8 jours après, le bijoutier, accompagné de 2 exempts de police, se présenta chez moi. Un des 4 billets que je lui avais donnés avait été reconnu faux à la banque, où il avait un paiement à faire. On lui avait alors demandé de qui il tenait ces billets. Il m'avait nommé. Et l'on venait aux enquêtes auprès de moi. Comme j'avais tiré ces 4 billets d'un portefeuille où, comme je l'ai dit, il y en avait une douzaine d'autres, et que ces billets me venaient de différentes sources, il me fut impossible de donner aucun renseignement à la justice. Seulement, comme je connaissais mon bijoutier par un parfait honnête homme, je déclarai que j'étais prêt à rembourser les 500 francs si l'on me représentait le billet. Mais on me répondit que ce n'était point l'habitude. La banque, payant tous les billets qu'on lui présentait, fussent-ils reconnus faux. Le bijoutier, parfaitement lavé du soupçon d'avoir passé sciemment un faux billet, sortit de chez moi. Après quelques nouvelles questions, les 2 agents de police sortirent à leur tour, et je n'entendis plus parler de cette sale affaire. Chapitre 10. Un coin du voile. 3 mois s'étaient écoulés lorsque, dans ma correspondance du matin, je trouvai le petit billet suivant. Mon cher docteur, je suis vraiment bien malade, et j'ai sérieusement besoin de toute votre science. Passez donc aujourd'hui chez moi, si vous ne me gardez pas rancune. Votre tout dévoué, Henri, baron de Faverne, rue Thébout numéro 11.
Cette lettre que je rapporte textuellement avec 2 fautes d'orthographe, dont elle était erronée, confirma l'opinion que je m'étais faite du manque d'éducation de mon client. Au reste, si comme il le disait, il était né à la Guadeloupe, la chose était moins étonnante. On sait en général combien l'éducation des colons est négligée. Mais d'un autre côté, le baron de Faverne n'avait ni les petites mains, ni les petits pieds, ni la taille svelte et gracieuse, ni le charmant parler des hommes des tropiques, et pour moi, il était évident que j'avais affaire à quelque provincial dégrossi par le séjour de la capitale. Au reste, comme il pouvait effectivement être malade, je me rendis chez lui. J'entrai et le trouvai dans un petit boudoir tendu de damas en violet et orange. À mon grand étonnement, cette espèce de réduit était d'un goût supérieur au reste de l'appartement. Il était à demi couché sur un sofa, dans une pose visiblement étudiée, et vêtu d'un pantalon de soie à pied et d'une robe de chambre éclatante. Il roulait entre ses gros doigts un charmant petit flacon de Klagman ou de Benvenuto Cellini. « Ah, que c'est bon et gracieux à vous d'être venu me voir, docteur, » dit-il en se levant à demi et me faisant signe de m'asseoir. « Au reste, je ne vous ai pas menti, je suis horriblement souffrant. »« Qu'avez-vous » lui demandai-je. « Serait-ce votre blessure ?»« Non, grâce à Dieu. Je n'y parais pas plus maintenant que si c'était une simple piqûre de sangsue. Non, je ne sais pas, docteur. Si je ne craignais pas que vous vous moquiez de moi, je vous dirais que je crois que j'ai des vapeurs. » Je souris. « Oui, n'est-ce pas ? Continua-t-il, c'est une maladie que vous réservez exclusivement pour vos belles dames. Mais le fait est qu'il n'en est pas moins vrai que je souffre beaucoup. Et cela sans savoir dire ce dont je souffre, ni comment je souffre. Diable, ça devient dangereux. Serait-ce de l'hypocondrie ? Comment dites-vous cela, docteur ? Je répétais le mot. Mais je vis qu'il ne présentait aucun sens à l'esprit du baron de Faverne. En attendant, je lui pris la main et posai les 2 doigts sur l'artère. Il avait en effet le pouls nerveux et agité. Pendant que je calculais les battements de l'artère, on sonna. Le baron bondit et les pulsations se hâtèrent. « Qu'avez-vous » lui demandai-je. « Rien, répondit-il. Seulement c'est plus fort que moi. Quand j'entends une sonnette, je tressaille. Et puis, tenez, je dois pas lire. Ah, docteur, je vous le dis, je suis bien malade. » En effet, le baron était devenu livide. Je commençais à croire qu'il n'exagérait point, et qu'en réalité, il souffrait beaucoup. Seulement, j'étais convaincue que cet ébranlement physique avait une cause morale. Je le regardais fixement. Il baissa les yeux, et à la pâleur qui lui avait couvert le visage, succéda une vive rougeur. « Oui, lui dis-je, c'est évident, vous souffrez. »« N'est-ce pas, docteur ?» s'écria-t-il. « Eh bien, j'ai déjà vu 2 de vos confrères, car vous avez été si singulier avec moi que je n'osais pas vous envoyer chercher. Les imbéciles se sont mis à rire quand je leur ai dit que j'avais mal au nerf. »« Vous souffrez, repris-je, mais ce n'est point une cause physique qui vous fait souffrir. Vous avez quelque douleur morale, une inquiétude grave peut-être ?» Il tressaillit. « Et quelle inquiétude voulez-vous que j'aie ? Tout, au contraire, va pour le mieux, mon mariage. À propos, vous savez, mon mariage avec mademoiselle de Macarty, que votre monsieur Olivier avait failli faire rompre. Oui, eh bien, il aura lieu dans 15 jours. Le premier bain est publié. Au reste, il a été bien puni de ses propos, et il m'en a fait de ses excuses. » »« Comment cela ? » ?»« Germain, dit le baron, donnez-moi ce portefeuille qui est sur le coin de la cheminée. » Le domestique obéit, le baron prit le portefeuille et l'ouvrit. « Tenez, dit-il avec un léger tremblement dans la voix, voici mon acte de naissance, né à la Pointe-à-Pitre, comme vous voyez, puis voici le certificat de monsieur de Malpas, constatant que mon père est un des premiers et des plus riches propriétaires de la Guadeloupe. On a fait voir ces papiers à monsieur Olivier, et comme il connaissait la signature du gouverneur, il a été obligé d'avouer que cette signature était bien la sienne. » Tout en poursuivant cet examen, le tremblement nerveux du baron augmentait. « Vous souffrez davantage ?» lui dis-je. « Comment voulez-vous que je ne souffre pas ? On me poursuit. On me persécute. La calomnie s'attache à moi.
Je ne sais pas si d'un jour à l'autre on ne m'accusera pas de quelque crime. Oui, docteur, vous avez raison, continua le baron en se raidissant. Je souffre. Je souffre beaucoup. Mais voyons, il faut vous calmer. Me calmer, c'est bien aisé à dire, parbleu. Si je pouvais me calmer, je serais guérie. Tenez, il y a des moments où mes nerfs se raidissent comme s'ils voulaient se rompre, où mes dents se serrent comme si elles voulaient se briser, où j'entends des bourdonnements dans ma tête, comme si toutes les cloches de Notre-Dame tintaient à mon oreille. Alors, continua-t-il, il me semble que je vais devenir fou. Docteur, quelle est la mort la plus douce? Pourquoi cela? C'est qu'il me prend parfois des envies de me tuer. Allons donc! Docteur, on me dit qu'en s'empoisonnant avec de l'acide prussique, c'est fait en un instant. C'est effectivement la mort la plus rapide que l'on connaisse. Docteur, à tout hasard, vous devriez me préparer un flacon d'acide prussique. Vous êtes fou. Tenez, je vous le paierai, ce que vous voudrez, 1000 écus, 6000 francs, 10 000 francs, si toutefois vous me répondez qu'on meurt sans souffrir. Je me levai. Eh bien quoi? Me dit-il en me retenant. Je regrette, monsieur, que vous me disiez sans cesse de ces choses qui, non seulement abrègent mes visites, mais qui encore rendent des plus longues relations avec vous presque impossibles. Non, non, restez, je vous en prie. Ne voyez-vous pas que j'ai la fièvre, et que c'est cela qui me fait parler ainsi? Il sonna, le même valet reparut de nouveau. Germain, j'ai soif, dit le baron. Donnez-moi quelque chose à boire. Que désire monsieur le baron? Vous prendrez bien quelque chose avec moi, n'est-ce pas? Non, merci, absolument rien, répondis-je. C'est égal, continua-t-il, apportez 2 verres et une bouteille de rhum. Germain sortit et rentra un instant après avec un plateau où étaient les objets demandés. Seulement, je remarquai que les récipients, au lieu d'être des verres à liqueur, étaient des verres à vin de Bordeaux. Le baron les remplit tous les 2. Seulement sa main tremblait si fort qu'une partie de la liqueur, au moins égale à celle que contenaient les verres, tomba sur le plateau. « Goûtez cela, dit-il, c'est excellent, le rhum. Je l'ai rapporté moi-même de la Guadeloupe, où votre monsieur Olivier d'Ornois prétend que je n'ai jamais été. Je vous rends grâce, je n'en bois jamais. » Il prit un de ces 2 verres. « Comment, lui dis-je. Vous allez boire cela? Sans doute. Mais si vous continuez cette vie-là, vous brûlerez jusqu'au gilet de flanelle qui vous couvre la poitrine. Est-ce que vous croyez qu'on peut se tuer en buvant beaucoup de rhum? Non, mais on peut se donner une gastro-entérite, dont on meurt un beau jour après 5 ou 6 ans d'atroces douleurs. » Il reposa le verre sur le plateau, puis, laissant retomber sa tête sur sa poitrine et ses mains sur ses genoux. « Ainsi, docteur, murmura-t-il avec un soupir, vous reconnaissez donc que je suis bien malade? Je ne dis pas que vous soyez malade, je dis que vous souffrez. N'est-ce pas la même chose? Non. Et que me conseillez-vous, enfin? Pour toute souffrance, la médecine doit avoir des ressources. Ce ne serait pas la peine alors de payer si cher les médecins. Ce n'est pas pour moi que vous dites cela, je présume, répondis-je en riant. Oh non, vous êtes un modèle en toutes choses. Il prit le verre de rhum et le but, sans songer à ce qu'il faisait. Je ne l'arrêtai point, car je voulais voir quelle sensation cette liqueur brûlante produirait sur lui. La sensation parut être nulle. On eût dit qu'il venait d'avaler un verre d'eau. Il était évident pour moi que cet homme avait souvent cherché à s'étourdir par l'usage des boissons alcooliques. En effet, au bout d'un instant, il parut reprendre quelque énergie. « Au fait, dit-il, interrompant le silence et répondant à ses propres pensées, « Au fait, je suis bien bon de me tourmenter ainsi. Je suis jeune, je suis riche, je jouis de la vie. Cela durera tant que cela pourra. » Il prit le second verre et l'avala comme le premier. « Ainsi, docteur, dit-il, vous ne me conseillez rien. Si fait, je vous conseille d'avoir confiance en moi et de m'avouer ce qui vous tourmente. Vous croyez donc toujours que j'ai quelque chose que je n'ose pas dire. Je dis que vous avez quelques secrets que vous gardez pour vous. » « Important, dit-il avec un sourire forcé. « Terrible. » Il pâlit et prit machinalement le goulot de la bouteille pour se verser un 3e verre. Je l'arrêtai. « Je vous ai déjà dit que
vous vous tueriez, repris-je. Il se laissa aller en arrière en appuyant sa tête au lambris. Oui, docteur, oui. Vous êtes un homme de génie. Oui, vous avez deviné cela tout de suite. Vous, tandis que les autres n'y ont vu que du feu. Oui, j'ai un secret, et comme vous le dites, un secret terrible. Un secret qui me tuera plus sûrement que le rhum, que vous m'empêchez de boire. Un secret que j'ai toujours eu envie de confier à quelqu'un. Et que je vous dirai à vous, si, comme les confesseurs, vous aviez fait vœu de discrétion. Mais jugez donc si ce secret me tourmente si fort lorsque j'ai la conviction que moi seule le connais. Ce que ce serait, si j'avais l'éternel tourment de savoir qu'il est connu par quelque autre. Je me levai. Monsieur, lui dis-je, je ne vous ai pas demandé d'aveu. Je ne vous ai pas fait de confidence. Vous m'avez fait venir comme médecin. Et je vous ai dit que la médecine n'avait rien à faire à votre état. Maintenant, gardez votre secret. Vous en êtes le maître. Que ce secret pèse sur votre cœur ou sur votre conscience. Adieu, monsieur le baron. Et le baron me laissa sortir sans me répondre, sans faire un mouvement pour me retenir, sans me rappeler. Seulement, en me retournant pour fermer la porte, je pus voir qu'il étendait une troisième fois la main vers cette bouteille de rhum, sa fatale consolatrice. Chapitre 11. Un terrible aveu. Je continuai mes courses, mais malgré moi, je ne pus chasser de ma pensée ce que j'avais vu et entendu, tout en conservant pour ce malheureux le dégoût moral et instinctif que j'ai avoué. Je commençais à éprouver cette pitié physique, si l'on peut s'exprimer ainsi, que l'homme destiné à souffrir ressent pour tout être qui souffre. Je dînais en ville, et comme une partie de ma soirée était consacrée à des visites, je ne rentrais chez moi que passé minuit. On me dit qu'un jeune homme, qui était venu pour me consulter, m'attendait depuis 1 heure dans mon cabinet. Je demandai son nom. Il n'avait pas voulu le dire. J'entrai et je reconnus Monsieur de Faverne. Il était plus pâle et plus agité que le matin. Un livre qu'il avait essayé de lire était ouvert sur le bureau. C'était le traité de toxicologie d'Orfila. « Eh bien, lui demandai-je, vous sentez-vous donc plus mal ?»« Oui, me répondit-il, très mal. Il m'est arrivé un événement affreux, une aventure terrible, et je suis accouru pour vous raconter cela. Tenez, docteur, depuis que je suis à Paris, depuis que je mène la vie que vous connaissez, vous êtes le seul homme qui m'ait inspiré une confiance entière. Aussi, vous le voyez, j'accours vous demander non pas un remède à ce que je souffre, vous me l'avez dit, il n'y en a pas. Et tout en vous envoyant chercher, je le savais bien, moi, qu'il n'y en a pas, mais un conseil. Un conseil est bien autrement difficile à donner qu'une ordonnance, monsieur, et je vous avoue que j'en donne rarement. D'abord, on ne demande en général de conseils que pour corroborer soi-même. Mais la résolution qu'on a déjà prise, ou si indécis encore de ce que l'on fera, on suit le conseil donné. C'est pour avoir le droit de dire un jour au conseilleur « c'est votre faute ». Il n'y a du vrai dans ce que vous dites là, docteur. Mais, de même que je crois qu'un médecin n'a pas le droit de refuser une ordonnance, je ne crois pas qu'un homme ait le droit de refuser un conseil. Vous avez raison. Aussi, je ne refuse pas de vous le donner. Seulement, vous me ferez plaisir de ne pas le suivre. Je m'assis alors près de lui. Mais au lieu de me répondre, il laissa tomber sa tête dans ses mains et demeura comme anéanti dans ses propres pensées. « Eh bien ?» lui dis-je au bout d'un instant de silence. « Eh bien ?» répondit-il, « ce que je vois de plus clair dans tout cela, c'est que je suis perdue. » Il y avait un tel accent de conviction dans ses paroles que je tressaillis. « Perdue ? Vous ? Et comment ? Demandai-je. Sans doute elle va me poursuivre, elle va dire à tout le monde qui je suis, elle va crier sur les toits mon véritable nom. Qui cela ? Elle, parbleu. Elle ? Qui elle ? Marie. Qu'est-ce que Marie ? Ah, c'est vrai, vous ne savez pas. Une petite sotte, une petite drôlesse dont j'ai eu la bonté de m'occuper et à qui j'ai eu la sottise de faire un enfant. Eh bien,
Mais si c'est une de ces femmes qu'on désintéresse avec de l'argent, vous êtes assez riche. Oui, reprit-il en m'interrompant. Mais ce n'est malheureusement point une de ces femmes-là. C'est une fille de village, une pauvre fille, une sainte fille. Tout à l'heure, vous l'appeliez drôlesse. J'avais tort, mon cher docteur. J'avais tort, c'était la colère qui me faisait parler ainsi. Ou plutôt, tenez, c'est la peur. Cette femme peut donc influer d'une manière fatale sur votre destinée. Elle peut empêcher mon mariage avec mademoiselle de Macarty. Comment? En disant mon nom. En révélant qui je suis. Vous ne vous nommez donc pas de Faverne? Non. Vous n'êtes donc pas baron? Non. Vous n'êtes donc pas né à la Guadeloupe? Non. Tout cela, voyez-vous, était une fable. Alors Olivier avait raison. Oui. Mais alors comment M. de Malpas, le gouverneur de la Guadeloupe, a-t-il pu certifier... Silence, dit le baron en me serrant violemment la main. Cela, c'est mon autre secret. Le secret qui me tue, vous savez. Nous restâmes un instant muets l'un et l'autre. Eh bien, mais cette femme, cette Marie, vous l'avez donc revue? Aujourd'hui, docteur? Aujourd'hui, ce soir, elle a quitté son village, elle est venue à Paris. Elle a tant fait qu'elle m'a découvert et que ce soir, sans me dire qui elle était, elle s'est présentée chez moi avec son enfant. Et vous, qu'avez-vous fait? J'ai dit, reprit M. de Faverne d'une voix sombre, j'ai dit que je ne la connaissais pas et je l'ai fait jeter à la porte par mes gens. Je me reculai involontairement. Vous avez fait cela, vous avez renié votre enfant. Vous avez fait chasser sa mère par vos laquais. Que vouliez-vous que je fisse? C'est affreux. Je le sais bien. Et nous retombâmes tous les deux dans le silence. Au bout d'un instant, je me levai. Et qu'ai-je à faire dans tout cela? Demandai-je. Ne voyez-vous pas que j'ai des remords? Je vois que vous avez peur. Bien, docteur, j'aurais voulu que vous la vissiez, cette femme. Moi? Oui, vous. Rendez-moi le service de la voir. Et où la trouverai-je? Un instant après l'avoir chassée, j'ai écarté le rideau de ma fenêtre et je l'ai vue assise sur une borne avec son enfant. Et vous croyez qu'elle y est encore? Oui. Vous l'avez donc revue? Non, je suis sortie par une porte de derrière et je suis accourue chez vous. Et pourquoi n'êtes-vous pas sortie tout bonnement par la grande porte et dans votre voiture? J'ai eu peur qu'elle ne se jetât sous les pieds des chevaux. Je frissonnais. Que voulez-vous que je fasse dans tout cela? À quoi puis-je vous être bon? Docteur, rendez-moi un service. Voyez-la, arrangez la chose avec elle, qu'elle retourne à Trouville avec son enfant. Je lui donnerai ce qu'elle voudra, 10 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs. Mais si elle refuse tout cela? Et si elle refuse, eh bien... Alors nous verrons. Le baron prononça ces dernières paroles d'un ton tellement sinistre que je tremblai pour la pauvre femme. « C'est bien, monsieur, répondis-je. Je la verrai. Et vous obtiendrez qu'elle parte? Je ne puis répondre de cela. Tout ce que je puis vous promettre, c'est de lui parler le langage de la raison, c'est de lui faire envisager la distance qu'il y a de vous à elle. La distance? Oui. Vous oubliez que je vous ai avoué que je n'étais pas baron. Je suis un paysan, monsieur, un simple paysan qui, par mon intelligence, me suis levé au-dessus de mon état. Seulement, en silence, je vous en supplie. Vous comprenez que si monsieur de Macarty savait que je suis un paysan, il ne me donnerait pas sa fille. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Et je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. À très bientôt.